Ton sujet de thèse, c'est la crise du concept de nature dans la philosophie de l'environnement. Et puis, il nous propose une intervention intitulée « Le voyageur philosophe est-il un philosophe de terrain ?» Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir proposé un support visuel aussi. C'est ça. Je suis désolée d'avoir coupé tout à l'heure. Ça marche. C'est juste que ça se voyait, je crois. En attendant, merci beaucoup aux géniales organisatrices à la fois d'offrir cet espace de réflexion rétrospective sur ce qui a été pour moi d'abord une expérience personnelle, hors académie, qui est donc un voyage philosophique, que j'ai appelé un voyage philosophique, mais qui en même temps n'était pas complètement hors, c'était vraiment une forme d'hybridation. Et donc je saisis l'occasion pour essayer de réfléchir à la façon dont l'idée de philosophie de terrain pourrait ou pas me permettre d'intégrer cette expérience qui est d'abord extra-académique dans ma recherche et donc aussi dans une forme de légitimation académique. Donc ce sera une sorte de parcours de ce voyage philosophique et de la façon dont ensuite ça s'est enchaîné avec le début de ma thèse et en montrant comment d'abord j'avais pas l'idée de philosophie de terrain, ensuite je l'ai rencontré pendant ce voyage et puis ensuite progressivement j'essaie de voir ce que je peux en faire et je suis arrivé au constat que j'en fais une question et une forme de déplacement de ma pratique mais que ce n'est pas devenu le central en fait dans ma thèse. Est-ce que ça marche? Donc le contexte de ma réflexion, c'est donc un projet de voyage que j'ai mené que j'ai fait en 2016. Et donc j'étais prof de philosophie depuis 2011. Et j'avais l'idée de faire une thèse, mais j'avais cette idée un peu, je ne sais pas comment il faut la qualifier, mais en tout cas j'avais envie de voyager avant de m'enfermer seul dans une bibliothèque pour faire ma thèse. Et du coup, les circonstances de la vie ont fait qu'à un moment, l'administration de l'éducation nationale m'a laissé partir, même si j'ai dû me battre. Ensuite, j'ai eu la possibilité de partir, et donc en 2015, août 2015, le rectorat de Grenoble m'apprend que je suis mis en disponibilité, que ma disponibilité est acceptée, et donc je monte le projet entre septembre et décembre 2015, et puis je pars entre janvier et août 2016. Et donc, il y avait une idée, il y avait l'idée de faire un voyage, et en même temps, il y avait l'idée que ce voyage soit lié à ma pratique de philosophe. Et en même temps, j'avais besoin de financer le voyage, donc j'ai monté un projet qui a permis de construire l'idée et notamment d'insister sur son orientation de lien avec la recherche, donc avec une future thèse. Et ces conditions, donc le voyage, vous voyez là sur l'écran, la première image c'est un parcours prévisionnel que j'avais fait avant de partir. Et donc l'idée c'est de traverser les États-Unis à vélo et d'aller rencontrer ce que j'appelais des écotopies, c'est-à-dire des lieux de résistance au système qui a produit la catastrophe écologique, à la fois politique, économique, culturelle, sociale. Et puis, donc c'est des lieux de résistance et des lieux d'invention de nouvelles relations avec la nature, de nouvelles modes de socialité, de nouveaux modes de socialité, d'invention de nouvelles formes politiques. Et donc c'est un concept qui permettait d'unifier en fait différents lieux que j'allais rencontrer, avec cette idée d'aller rencontrer la tradition écologiste américaine, et puis les philosophes de l'environnement américain, et puis d'explorer ce paradoxe entre les États-Unis comme grande puissance économique et donc pollueur et grand responsable dans l'état politique et économique du monde, et
de l'autre côté, une tradition écologiste qui est aussi vivante en termes de réaction. Donc voilà, la deuxième carte, c'est finalement les écotopies que je suis allé voir, donc il y avait une trentaine au final, et voilà, l'idée c'était de faire cette expérience un peu hybride. Et alors, quand j'ai monté le projet, il y avait l'idée que ça pouvait s'expliquer avec un trépied, que j'appelle le trépied nomade, c'est-à-dire l'idée que je voulais concilier une forme d'expérimentation et d'aventure personnelle, mais d'emblée, il y avait l'idée, pour moi, le voyage à vélo, c'est plus qu'un moyen de transport, c'est aussi une pratique spirituelle, on pourrait dire, une façon de faire des expériences philosophiques, justement, transformatives, de découverte de la réalité, d'interaction avec de la nouveauté, de rencontres extraordinaires et imprévisibles. C'était donc un argument personnel qui était que pour moi c'était évident qu'il y avait quelque chose, une dimension philosophique dans le fait de voyager à vélo. Et alors sans doute pour donner une sorte de sérieux au projet, il y avait l'idée de lier ça avec un travail de thèse. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles le rectorat m'a accordé la disponibilité, parce qu'au début j'avais présenté le projet tout à fait sincèrement et naïvement, de voyage, tout ça. Ils avaient refusé. Et donc l'argument de la thèse a permis que le rectorat dise ok, c'est sérieux, on peut le laisser partir. Mais ça s'est avéré en effet instructif, intéressant. Et donc, par exemple, une des découvertes, c'est qu'il y a des villages aux États-Unis qui s'appellent Paradox. Au milieu vraiment, dans une petite vallée perdue entre le Colorado et le Utah, donc il y a une très faible densité de population. Et qui résonnait justement avec le paradoxe que je voyais dans ce pays extraordinaire. Mais donc, je me suis présenté comme doctorant, ça m'a ouvert aussi des portes auprès des philosophes là-bas de l'environnement, d'institutions, voilà. Bon, j'étais prof de philo, ça c'est clair, mais moi je n'étais pas officiellement doctorant. Et j'avais une vague idée d'un pré-projet thèse, on pourrait dire, d'un problème, d'une question, d'une thématique, qui était donc travailler sur la crise de l'idée de nature, c'est-à-dire la façon dont l'idée de nature, du fait de la crise écologique, est remise en question et que devient objet de discussion philosophique le fait de savoir s'il faut se débarrasser de l'idée de nature, au contraire la maintenir, mais à quelles conditions. Et donc, je suis parti en fait avec quelques questions que je trimballais avec moi comme une sorte de fil conducteur et que je posais à tous les interlocuteurs que je croisais, ou à beaucoup d'interlocuteurs que je croisais. C'était des questions très simples, donc comment vous définissez la nature, quelles sont pour vous les causes de la crise écologique, quel type de solutions sont pour vous adéquates face à cette crise, comment vous-même vous réagissez, parce que c'était souvent des gens qui étaient engagés, des formes de militance, et quelle est votre façon d'envisager le futur. Une question assez simple qui permettait d'une certaine façon de guider des entretiens. Tout ça était très sauvage et très peu réfléchi. Et, donc c'était ni une méthodologie rigoureuse, ni une quête de légitimation de mon propos, ni l'idée de faire entrer mes observations, mes rencontres dans le cadre scientifique ou académique. C'était une sorte d'idée a priori, enfin de canevas a priori pour mener des rencontres, pour guider des rencontres au fil de cette expérience. Et la plupart des rencontres se faisaient de façon imprévisible et imprévue. C'est-à-dire que moi j'avais, avant le départ, fait une liste de quelques lieux que j'avais envie de voir. Et en fait, il y en a beaucoup que je ne suis pas allé voir, puis il y en a beaucoup que j'ai découvert au cours de route, etc. Alors l'idée de terrain est apparue en discutant avec un ami qui m'a aidé à financer le projet, à monter le financement du projet, puis ensuite il publiait le blog sur lequel j'écrivais quasiment tous les jours pendant le voyage, et qui m'a dit en fait tu vas faire comme un ethnologue qui fait son terrain, quoi. Voilà. Bon, moi j'y avais pas pensé comme ça, mais en tout cas pour lui ça semblait quelque chose comme ça. Bon, j'ai dit je sais pas, on verra. Et alors le troisième pied du trépied nomade, c'était l'idée que c'est aussi une façon de rendre le projet sérieux, mais ça avait aussi une signification éthique, politique, et c'était de témoigner, et donc de témoigner ça notamment auprès d'enfants, et d'engager un volet, on pourrait dire, pédagogique du voyage, ou des classes avec des collègues bien
partant en France, suivaient le projet via le blog, menaient des activités en parallèle, discutaient avec moi via Skype, etc. Ok, donc ça c'est le projet. Où l'idée de philosophie de terrain n'a pas de place. Pendant le voyage, la façon dont je l'ai vécu, c'était que c'était une forme de terrain sauvage, d'ensauvagement du terrain, comme a dit Baptiste ce matin. À savoir que, en fait, c'était pour moi au quotidien une pratique de la philosophie, mais sans le polissage, le polissage académique, ou disons l'idée de faire entrer ça dans une ambition académique. Parce que pendant le voyage, les préoccupations étaient tout autres que mon projet de thèse, de carrière ou quoi. Il y avait la rencontre, le déplacement, la rencontre, l'adaptation, la découverte, les expériences, tout ça suffisait amplement, il n'y avait pas besoin de chercher. Et il se trouve que pendant le voyage, j'ai découvert le concept de philosophie. Alors je vais vous raconter ça. Donc, ce qui est clair, c'est que pendant la première expérience, la façon de faire de la philosophie qui a changé pendant le voyage, c'était une transformation du rapport à l'écriture. Donc il y avait un rapport à l'écriture qui était, la façon dont j'ai vécu, fluidifié par l'état de voyage. C'est-à-dire on est très présent, on est très sensible. Il y a aussi une activité, quand on fait du vélo, il y a une activité du corps pendant des heures dans la journée qui font que quand on écrit, c'est pas la contrainte, c'est pas la 10e heure qu'on a passée dans l'ordinateur, mais c'est une petite demi-heure par jour, etc. Donc il y a eu quelque chose comme une fluidification du processus d'écriture. Et aussi parce qu'il n'y avait pas les exigences de légitimation du propos qu'il y a dans les styles académiques. Il y avait donc un état de présence qui fluidifie l'écriture. Il y a eu des rencontres tout à fait imprévisibles et notamment marquantes. Donc ça c'est la rencontre avec Bert Gallicott, que je voulais rencontrer à Denton dans le Texas, mais il avait déménagé parce qu'il avait pris sa retraite, donc il habitait maintenant à Memphis. Je l'ai contacté quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, il m'a dit viens chez moi à Memphis. Donc je suis allé chez lui, il m'a invité chez lui, on a discuté, il m'a invité auprès de l'association auprès de laquelle il allait s'engager, qui est la Wolf Conservancy River, au fond là, qui était une association qui essayait de sauver une rivière qui avait été tuée à la fois par les ingénieurs du génie américain qui l'avaient endiguée et par les pollutions des pesticides. Bon. Donc, un état de présence qui fluidifie l'écriture, des rencontres imprévisibles et des idées qui émergent du fait de pratiques complètement imprévisibles avant de partir, et notamment toutes les idées qui sont venues du fait de pratiquer pendant des dizaines d'heures une position marginale sur la route, avec la rencontre avec des entités non humaines et non considérées, et une résonance entre ces populations-là et la population du cycliste par rapport aux voitures, avec une réflexion sur ce que c'est que d'être dans les marges, de réfléchir à des positions subalternes, de sentir des rapports de domination, de sentir que sa propre position en tant que minoritaire sur un lieu qui n'est pas fait pour ça peut susciter des réactions. Ça c'est un exemple de type d'idée que je n'aurais pas pu avoir si je n'étais pas parti en voyage, et que j'ai vraiment récolté comme une forme de tiens, elle vient là, parce que il y a un type d'expérience et un type de pratique qui l'a fait naître en moi. Ça c'est un autre type d'idée, c'était l'idée justement de la mauvaise herbe ou du modèle végétal, rhizomatique, proliférant dans les marges et contestant sans cesse, malgré tous les efforts qui sont faits, par les pouvoirs centraux, la route en l'occurrence et pour la voiture, qui sont faits pour les éradiquer. Et donc, des idées qui sont arrivées sur le rapport entre le modèle rhizomatique de la mauvaise herbe et le modèle ensuite des écotopies comme alternative marginale, qui essaie de résister à un modèle de vie. Donc ça c'est les choses, disons ça c'était le quotidien de la pratique philosophique dans la pratique du voyage. Et puis il y a eu un moment où je suis arrivé à l'université North Texas, donc une des écotopies c'était cette université parce que ça a été un des premiers départements de philosophie de l'environnement, c'est là où est publié le journal Environmental Ethics, donc un des premiers journaux qui ont légitimé ce champ au sein de la discipline philosophique.
Et c'est là où j'ai rencontré notamment Bob Frontman et puis Adam Riegel, qui sont deux co-auteurs de l'ouvrage qui s'appelle Socrates Tenured, qui est donc un ouvrage qu'ils ont publié en 2016 dans lequel ils développent leur idée de philosophie de terrain. Donc ça c'est les départements, c'est le bâtiment de Denton, c'est là où il y a l'interdisciplinarité qui a été intégrée à l'architecture, parce qu'il y a les biologistes qui sont en face, enfin, qui sont mélangés avec les philosophes, qui sont mélangés avec les archéologues, qui sont mélangés avec les géologues, et avec les physiciens du climat et tout ça. Donc c'était pensé pour que les gens soient amenés à se croiser, à avoir des projets pluridisciplinaires ou transdisciplinaires. Ça c'est le département où a été inventé, du coup, on pourrait dire le Journal Environmental Ethics, qui est d'abord un département de philosophie et de religion. Ça c'est donc le doctorant avec qui j'ai pu rencontrer ces personnes. Je vous dis ça parce qu'en fait c'est vraiment le hasard des circonstances, c'est anecdotique, mais c'est le hasard des circonstances qui font qu'à un moment on rencontre des gens qui transforment c'est le carnet de terrain. Voilà. Et donc j'ai rencontré les professeurs de Denton qui sont tous des personnalités qui sont à la fois engagées dans le monde académique et qui font des engagements politiques en termes d'environnement. Ça, c'est une des figures marquantes, qui est Ricardo Rossi, qui est chilien, qui est écologue, qui est philosophe et qui a créé au sud du Chili la réserve bioculturelle Omora, qui est une tentative pour lier savoir écologique, éthique environnementale, savoir des peuples racines, écotourisme et formation. Voilà, tout ça. En lien avec le gouvernement chilien. Donc vous voyez, c'est des types, donc c'est des projets qui sont, c'est des projets, voilà, c'est des types d'engagement comme ça où il y a toujours le lien avec l'économie politique. Je passe là-dessus. Et donc c'est là où je rencontre Adam Riegel et en discutant, il me dit, il est intéressé par mon parcours parce que ça semble illustrer le concept de philosophie de terrain dont il venait de parler avec son collègue Frontman dans ce bouquin, Socrates Tenured. Alors, ce qui est intéressant dans cette idée de philosophie de terrain, c'est le modèle qu'ils prennent. Le modèle, c'est d'emblée le champ de la légitimation d'une place sociale de la philosophie. Donc une place de la philosophie dans la société, avec un diagnostic que la philosophie fait défaut à la société, et donc ils se demandent ce qui, dans l'institutionnalisation de la philosophie, a produit ça, et est-ce qu'en transformant institutionnellement la philosophie, on ne pourrait pas changer le fonctionnement social de la philosophie. Et donc, leur modèle, c'est celui, pour Frontman, c'est plutôt celui de la transdisciplinarité et des politiques de financement de recherche, et pour Bruegel, c'est vraiment le modèle des luttes militantes, où le philosophe s'engage dans des luttes militantes. Alors là, c'est l'exemple, c'est celui à gauche, donc celui qui est arrêté par les flics, là, Bruegel, parce qu'ils ont monté tout un mouvement pour lutter contre les fracturations hydrauliques en vue de récolter du gaz de schiste sur la commune de Denton. Donc son modèle, c'est ça, c'est un mouvement citoyen qui se réunit et au sein desquels les philosophes peuvent intervenir, et ça en réflexion, c'est voilà, au sein de ça, quelle peut être la fonction du philosophe, et est-ce qu'on peut théoriser ça comme une des fonctions légitimes au sein de la philosophie comme discipline. Et donc, leur modèle, c'est qu'il faut pluraliser le champ de la philosophie, et aux côtés de ce qu'ils appellent les philosophes disciplinaires, qui caractérisent d'abord comme ceux qui parlent entre eux, il faudrait rajouter les philosophes de terrain, qui sont ceux qui feraient la navette, dit-il, entre des luttes sociales et l'académie, et qui amèneraient une forme d'expertise philosophique au sein des luttes sociales. Alors, je lui avais demandé ce que c'était pour lui ces expertises philosophiques, et pour lui, elles sont assez simplement de l'ordre de la maîtrise conceptuelle. Donc, la possibilité de clarifier les arguments, la possibilité de mettre au jour des normativités inconscientes. La troisième chose, c'était la possibilité de mettre en perspective les arguments au sein de conflits, soit dans des lignées historiques, soit au sein de modèles théoriques. Et puis l'idée de faire émerger la possibilité d'une rationalité visant le bien, le juste,
et le vrai au sein de lutte sociale, donc une forme d'engagement éthique. C'est là-dedans qu'il voyait l'expertise philosophique. Et il disait, on a besoin de gens qui sont formés à la philosophie. Les luttes sociales ont besoin de gens qui ont formé à la philosophie, non pas qu'ils ne savent pas raisonner, non pas qu'ils ne savent pas former d'arguments, mais que parfois ça permet cet effort de clarification, de mise en perspective historique, et peut être utile aussi pour ça. Voilà, donc le philosophe disciplinaire, le philosophe terrain, et le troisième, c'est ce qu'il appelle le philosophe bureaucrate. Donc ça, c'est Patrick quand il était au ministère. Donc c'est en fait des infiltrés, quoi. C'est des philosophes qui ont été formés à la philosophie et puis qui à un moment se retrouvent dans des postes de pouvoir ou dans des institutions où se constituent les décisions de prise de pouvoir et qui de l'intérieur vont pouvoir faire peut-être jouer leurs compétences philosophiques pour que se transforment Bon. Alors évidemment il y a tous les fonctionnements systémiques dont on a parlé ce matin qui font qu'il ne suffit pas d'avoir un philosophe pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est ça leur modèle. Alors, ce qui est intéressant, c'est une anecdote, mais elle me semble intéressante, c'est que Bruegel m'a demandé, quand je l'ai vu, qu'est-ce que tu vas faire de ton blog, donc j'ai écrit pas mal, et dans ta thèse. Il m'a dit, tu sais, ici, ça aurait fait ta thèse, ou un grand bout de ta thèse. Parce qu'il avait des étudiants qui faisaient leur thèse en faisant un documentaire sur ce que c'est que faire une thèse en philosophie, en éthique de l'environnement, par exemple. Ou ce que c'est que mener une ferme de permacole à Denton. Donc il y avait ce type de possibilités institutionnelles à Denton. Alors pour moi, c'était, moi j'avais fait la Grèce, etc. C'était vraiment un truc complètement assez inimaginable. Donc, je trouve qu'ils sont rigolos, ces Américains, mais je ne crois pas que ce soit possible en France. Ça va être encore possible. C'est bon, ça va faire. Alors, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que leur réflexion se pensait non moins d'abord au plan méthodologique qu'au plan d'une légitimation, d'une pluralisation des modes de philosophie. Et leur question, elle était assez simple, c'était où est la place du philosophe? Est-ce que c'est à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce que c'est entre eux? Est-ce que c'est avec d'autres? Est-ce que c'est dans des institutions où il n'a rien à faire? Est-ce que c'est dans les bibliothèques? Quel doit être son mode de discours? Est-ce que c'est un discours qui doit être compris par la langue didactique? Ou simplement entre nous, avec la technicité? Est-ce qu'on doit pouvoir s'adresser à des enfants? Ou est-ce qu'on peut être compris que par... quel degré de technicité? Quelle doit être la reconnaissance institutionnelle de ces pratiques? Est-ce que ça doit être à la marge? Est-ce que ça doit être intégré? Est-ce que ça doit être intégré à la marge? Est-ce que ça doit devenir central? Et comment la société fait-elle appel aux philosophes? Est-ce qu'elle en a besoin ou pas? C'était toutes ces questions qui me semblaient intéressantes. Ok. Alors, 5 minutes. Bon, alors je passe sur cette idée que pendant le voyage, j'ai rédigé un projet de thèse. Et donc j'ai fait l'expérience de la différence de style entre le style académique et le style, on pourrait dire, spontané de cette pratique de philosophie de terrain. Donc j'avais dans mes carnets de recherche, parce que certains appelaient comme ça le blog que j'ai écrit après. Mais bon, pour dire que c'était une expérience un peu douloureuse. Voilà. Alors après le voyage, je me suis mis à parler du voyage, j'ai fait des présentations, j'ai fait des conférences, et puis comme j'ai eu des financements pas par Lyon mais par l'Université de Genève, j'ai pu commencer à avoir des activités académiques, comme on dit, donc à faire des conférences, etc., écrire des articles. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'intégrais progressivement des éléments du voyage dans des formes de légitimation. Et alors notamment on a fait avec, à Lyon, on avait organisé un groupe qui s'appelle Écophilie, où on essaye de faire rencontrer des académiques et des gens qu'on appelle les acteurs de terrain. Donc c'était ce lien-là qui se faisait comme ça, encore de façon sauvage. C'est là où j'avais rencontré pour la première séance autour du loup Baptiste et Patrick entre autres. Et de fil en aiguille, je me retrouve en Portugal en train de faire une conférence, en train de réfléchir sur le fait de savoir si le cyclonaute, c'est-à-dire le voyageur à vélo, mais en tant qu'il vit une expérience philosophique existentielle, est un philosophe de terrain. Alors, du coup, à ce moment-là, j'ai réfléchi, j'ai commencé à réfléchir
là-dessus. Et j'avais distingué à l'époque 5 dimensions de ce que c'était que pour moi cette philosophie de terrain. Alors je vais aller très vite, mais quand ça vous verrez des belles photos. Il y avait l'idée qu'il y avait une réincarnation immédiate des philosophes qui oublient qu'ils ont des corps, mais quand on fait du vélo toute la journée, on ne peut pas oublier qu'on a un corps. Donc on se met en contact avec des éléments, on est affronté à des difficultés, on se resynchronise sur les rythmes, etc. La deuxième dimension, c'est que apparaît comme une évidence l'idée jainsienne qu'on pratique une forme d'empirisme radical, c'est-à-dire qu'on part de la sensation et on part des interrelations et des interactions. Et que c'est à partir de là que les idées avant, on reprend conscience de cette idée très, très bête, mais que les idées sont, avant d'être des idées, sont des expériences, des expériences très concrètes. Donc, par exemple, ce que c'est qu'une impasse, ce que c'est que la vanité, la prison de la cupidité, le consumérisme, la saleté de l'exploitation pétrolière, la violence de l'exploitation animale et humaine et des plantes, voilà comment tout ça marche ensemble. Bon. La troisième idée, c'était l'idée que quand on voyage et qu'on n'est pas en train de théoriser, on en vient assez naturellement à adopter une forme de pensée qu'on peut appeler complexe, c'est-à-dire qui déconstruit nos types de préjugés et se met à penser en termes de polarité, au sein duquel on va essayer de penser le mix de réel. Et alors c'est assez facile aux États-Unis parce que les extrêmes sont. Les pôles sont extrêmes. Donc il y a cette polarité trumpienne et puis cette autre polarité anti-trumpienne. Voilà. Des plages qui sont réservées au 4x4, qui sont réservées que des parcs, c'est des parcs de recreation area, ils appellent ça, donc des parcs de divertissement, des espaces fédéraux protégés juste pour les 4x4. Et puis en même temps, il y avait la Naked Bike Ride à Portland, donc c'est des militants qui promeuvent le vélo, quoi, comme mobilité, comme écomobilité, comme transformation du modèle de développement. Voilà. 10 000 cyclistes nus, voilà. Des types de désastres écologiques comme les canalisations de Los Angeles River, et en même temps des intégrations écologiques assez extrêmes, poussées, comme des types d'habitats écologiques, ça c'est à Taos, dans les Earthships. Voilà. Bon, et puis, et la quatrième dimension, l'humilité, c'est-à-dire que quand on en vient assez vite à comprendre qu'il y a de la sagesse et de la connaissance partout et qu'il faut commencer par écouter, que c'est pas que les... Donc voilà, on peut comprendre, on peut récolter des idées, on peut avoir des idées. Et parfois plus de pertinence chez, par exemple, ce bougiste, donc un artisan bougiste, mais qui était aussi enseignant dans une école alternative depuis 40 ans sur la situation, que chez un professeur à l'université d'éthique environnementale, par exemple. Voilà, ça c'était une militante indienne, ça c'était un militant pour la justice alimentaire, ça c'était une militante des causes animales. Et puis l'idée assez immédiate aussi qu'une des actions du philosophe n'est pas de dogmatiser, n'est pas de dire ce que les gens doivent penser, ni ce qu'ils doivent évaluer comme bien et mal, mais de témoigner simplement. On a déjà parlé de ça. Un des concepts, et alors c'est sans doute là, c'était des attitudes qui ont défini ce que j'appelle ensuite une forme de style philosophique qui demeure dans ma thèse, mais il y a un concept que j'ai gardé, qui est le concept d'écotopie, qui lui est devenu, qui a une place voilà, comme concept va avoir une place dans ma thèse. Donc, bon. Ce concept, je l'ai trouvé chez Kallenbach, un romancier dans la mouvance environnementale des années 70, mais il a cette idée, justement, que l'écotopie, n'est pas simplement une fiction littéraire, mais devient, on a dit ça à la fin des années 2000, aussi une utopie réelle ou réaliste. La façon dont se transforme par la marge et par les herbes folles le modèle. Bon. Alors je passe sur l'exemple, mais c'est une des 30, et c'est cette façon dont le concept d'écotopie en fait est directement lié au projet, et c'est celui qui est le plus facilement intégral dans le projet de thèse, parce que c'est celui qui permet de penser cette idée de contre-modèle. À la fois, donc, par exemple, si on prend la question pédagogique, c'est très clair. C'est à la fois un sanctuaire, c'est-à-dire ça fonctionne pas tout seul, mais ça fonctionne par différenciation, ça veut dire ça fonctionne aussi avec le modèle dominant, donc c'est vraiment une marge. C'est un lieu de ressources parce que s'y retrouvent en effet des types de savoirs qui peuvent être valorisés du fait de la nécessité de l'adaptation écologique ou de la crise, notamment des savoirs permacoles, des savoirs
en termes d'éducation à l'environnement, de savoir en termes de santé, d'éco-psychologie ou de thérapie environnementale, de savoir en termes de fonctionnement sociaux, consensuel ou participatif, des savoirs en termes de transformation de l'idée de propriété, donc, ces idées qui sont creusées par la tradition utopiste et anarchiste depuis le 19e siècle. Et puis, voilà, c'est aussi des lieux qui peuvent devenir, il y a des échanges qui sont possibles entre la marge et le lieu central, parce qu'il y a des circulations qui sont possibles, notamment au niveau des voies, entre le modèle destructeur et puis ces marges qui se veulent alternatives. Alors, voilà, si j'ai encore quelques minutes, du coup, pour conclure, je dirais que du coup, au terme de cette réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait trois façons dont l'idée de philosophie de terrain avait vivifié, on pourrait dire, mon activité ou ma pratique philosophique, même si leur inscription dans la thèse n'est pas toujours très claire. La première, c'est que ça a justifié ou ça a légitimé un type de positionnement à la fois personnel mais aussi professionnel qui se fait dans un milieu extra-académique. Donc ce niveau, cette idée de navette là, quelque chose dans lequel je me suis reconnu et qui fait que voilà, quand je m'engage, par exemple, quand je par exemple, un exemple, c'est que les pédagogues, l'association qui synchronise, qui coordonne les éducateurs environnement en Haute-Savoie, qui s'appelle le réseau Empreinte, m'a demandé d'intervenir sur l'idée de nature parce qu'ils étaient confrontés à un problème qui était que eux pensaient que éduquer à la nature c'était quelque chose qui était consensuel, or ils faisaient face à de nombreuses oppositions politiques. Et donc ils m'ont dit est-ce que vous pouvez venir nous parler de cette crise de l'idée de nature ou de la façon dont les natures fonctionnent dans l'éducation environnementale. Donc ça c'est quelque chose, donc cette idée elle me permet de justifier ce positionnement à la fois personnel et professionnel. Ensuite, je pense que elle permet quelque chose d'intéressant, elle produit un effet en tout cas dans le champ disciplinaire, c'est qu'elle me fait avoir des objets marginaux ou originaux. Et je pense que c'est une des stratégies possibles pour exister dans un champ disciplinaire, où il peut y avoir l'extrême productivité, il peut y avoir l'excellence extrême, et puis il peut y avoir la marginalité ou l'originalité qui permettent justement de se distinguer dans un champ. Et de fait, la philosophie de terrain, je constate que c'est ça c'est là-dessus que j'écris, c'est là-dessus qu'on me demande d'intervenir. Et puis, plus profondément, je pense que c'est aussi cette expérience, ce voyage philosophique, repris en termes de philosophie de terrain peut-être, qui a forgé ce que j'appelle un style philosophique, que j'ai un peu pro, et qui en fait va décider de façon souterraine nombre de mes choix théoriques et dans les débats dans lesquels je me suis mis sur la crise, par rapport à la crise de l'idée de nature. Et donc, j'ai bien aimé ce qu'a dit Patrick ce matin sur l'idée que ça donne il y a une expérimentation qui donne une sorte d'autorité à une prise de position au sein d'un débat théorique. Et moi je le vis vraiment comme ça, c'est-à-dire par exemple l'idée qu'il faudrait se débarrasser de l'idée de nature s'oppose à une expérience très forte que j'ai faite, que la nature est pour de nombreux acteurs que j'ai rencontrés un opérateur de résistance. C'est-à-dire quelque chose qui permet de faire vivre une alternative au système dominant et n'est pas simplement l'expression d'un rapport colonial et extérieur à la nature. Et donc par exemple cette chose-là, dont je me rends compte, fait qu'au lieu de dire, alors que je vais avoir des positions très proches par exemple de Bruno Latto ou de Baptiste, je crois qu'on a discuté là-dessus, qui dirait voilà, c'est une ancienne idée dont la version dominante écrase tout et elle nous guide nécessairement dans un endroit qui est l'extériorité, la domination, l'exploitation. Et moi j'ai tendance à résister à cette idée en disant pas forcément. Et donc voilà, ensuite ça va guider pas mal de choix théoriques dans ma thèse. Voilà. Merci. Merci beaucoup Damien pour cet exposé original qui nous donne le goût du voyage et qui aussi met un peu de vécu dans la recherche, dans l'expérience de la recherche et au début d'une recherche.
Est-ce que quelqu'un a une question pour lancer le débat? Pour le débat, la discussion. C'est pas vraiment une question très profonde, mais c'est plus. Tout à l'heure, tu disais que du coup, tu parles de ton expérience, le fait que tu étais sur la route, sur le bord de la route, c'est que tu étais pendant des heures du coup à pédaler. Et en fait, quand on regarde les pratiques de méditation à travers les spiritualités qu'on peut voir dans le monde, que ce soit par le mouvement de bascule du corps, que ce soit par la position du lotus, il y a une mise en condition à l'aspect méditatif et du coup à l'émergence d'une expérience soit spirituelle, soit philosophique. Est-ce que, ça peut paraître anecdotique, le fait de pédaler et donc d'avoir un mouvement répétitif incarné par un souffle régulier, tu crois que c'était quelque chose de particulièrement important ou non, ça reste quelque chose d'anecdotique? Enfin, est-ce que tu t'es déjà posé la question de l'influence de cette mise en condition physique, de cette prise de rythme, etc., sur l'émergence des expériences philosophiques que tu as pu avoir en pédalant? Oui, donc c'est central. C'était une des façons justement d'intégrer le voyage dans une recherche, dans une réflexion académique sur l'idée justement d'une éthique des vertus associée à l'expérience de cyclonaute. Donc comment en fait le fait de voyager produisait certains types de dispositions qui ensuite transformaient la subjectivité de façon à avoir un type de rapport à l'environnement qui était celui justement d'une interaction, d'une connexion avec les éléments, d'une simplicité volontaire, d'une valorisation d'expériences de type spirituel ou mystique au détriment des expériences de type de possession. Bon, alors là j'ai du mal à répondre sur le fait de savoir si ça a été produit par le voyage, parce que avant le voyage j'avais déjà des pratiques de type méditative et donc j'étais déjà engagé dans ce yoga, donc j'ai déjà ce type de pratique par ailleurs. Mais c'est très évident que ça a été la respiration, je dirais plus que le rythme, mais en tout cas la respiration et le fait d'être conscient de sa respiration, la respiration et le souffle qui est donc une des dimensions centrales de la plupart des pratiques spirituelles, et bien fait que c'est ça qui permet directement de connecter le vélo, qui est quand même une pratique qui ne demande pas beaucoup d'intelligence ou de technicité, à quelque chose qui est de l'ordre d'une pratique spirituelle. Donc j'en parle d'autant plus longtemps qu'il faut beaucoup de vélo comme je critique pas les cyclistes, je suis un cycliste, hein, moi quand je dis que c'est une pratique qui ne demande pas de, je veux dire, c'est pas comme jouer aux échecs ou faire, je sais pas, skier, quoi. La technicité du vélo elle est très minime. Par contre, il y a quelque chose en effet qui est comme le sport d'endurance, le rapport à la respiration, qui connecte directement, moi c'est ça qui m'a intéressé, aller aux éléments et donc aller aux écosystèmes. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a frappé pendant le voyage, c'est que j'ai développé une forme de sensibilité à l'air, à la qualité de l'air, aux odeurs, etc., que je n'avais pas auparavant. Et donc, je repérais immédiatement quand il y avait des airs de l'air plus ou moins vicieux, plus ou moins irrespirables, etc. Donc, c'est ce genre de pratique. Je voudrais te demander sur la question de l'usage du terme nature, si tu as rencontré des peuples indigènes aux États-Unis et si c'est aussi leur parole et la raison pour laquelle tu décides de garder le terme nature, parce que pour moi c'est une question épistémologique forte des connaissances de qui pour qui et la parole de qui pour qui. Et donc le problème c'est que même si c'est un discours non académique, et c'est toujours une posture que nous, dans l'Amérique du Sud, on parle du Nord. Et donc et quand on dit nature, ou quand les groupes indigènes disent nature, il est dit dans une autre langue normalement, et ça ne veut dire exactement la même chose quand on traduit. Et quand on prend leur parole et on la met dans les domaines académiques, ça ne dit la même chose exactement. Donc quand tu dis que c'est pour le terrain et l'usage du mot nature, c'est la parole de qui? C'est
aussi des peuples indigènes des États-Unis ou c'est... Merci de la question qui pose la question redoutable de savoir ce qu'on fait du concept de nature face à ça, une fois qu'il a été culturellement relativisé ou relativisé notamment par l'anthropologie de la nature. Donc la solution la plus simple, c'est de dire on maintient le concept de nature pour une minorité occidentale, puis après on pluralise en fait les usages, parce que c'est pas universalisable. Alors, quand j'ai rencontré, encore une fois, là c'est les limites de la sauvagerie du terrain, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qui du coup sont très fondées ou sont indiscutables au plan scientifique. Donc, quand j'ai rencontré des communautés amérindiennes, ça a été par l'intermédiaire d'un collègue, chaman, etc., dans une situation un peu particulière, qui était une marche de commémoration de massacres des Navarros, etc. Bon, j'ai pas parlé avec eux de nature, j'avais autre chose à faire. Il m'expliquait comment ils vivaient, etc. Donc, et du coup, d'une certaine façon, c'était... Donc, voilà. Donc, en tout cas, quand je dis que des gens utilisent la nature comme opérateur de résistance, c'est pas eux que je pense. Et ensuite, du coup, là, d'un point de vue plus théorique, ce qui me semble intéressant, c'est que au sein même de l'histoire, donc la nature, c'est un concept d'abord issu de la tradition culturelle occidentale. En tout cas, tel que je l'aborde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au sein même de cette tradition, il y a un pluralisme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un seul sens de nature, historiquement, et même synchronistique, de façon synchrone, il y a différents sens de nature. Et ce qui me semble intéressant, c'est que justement, le concept de nature me semble capable d'héberger différents types de relations entre les humains et les non-humains, si on veut parler comme des Scola ou Lato. Et de ce point de vue-là, au sein de la culture, de la tradition occidentale, il y a des positions, des compréhensions de ce que c'est que la nature, qui vont être très proches de traditions, par exemple, sud-américaines. Et donc, si on prend toute l'imagerie de la terre-mère, eh ben, de la terre comme entité principielle et principe de vie, eh ben, qui est très présent dans la tradition latine et occidentale au moins jusqu'au XVIIe siècle, mais après qui demeure d'ailleurs de façon marginale et cachée, et ben, là il y a des façons justement de créer des connexions avec des cultures qui ne vont pas mobiliser le concept de nature spontanément ou a priori. Donc moi ce qui m'intéresse c'est justement comment le concept de nature peut être le lieu d'une circulation, et pas simplement d'une exclusion ou d'une colonisation. Alors, je ne sais pas si Une dernière question. Donc quelqu'un d'autre pourrait en poser. Je me lance là. J'ai un problème avec mon vélo, c'est que les plaquettes de frein touchent le disque, donc je plaisante. Ma question me porte sur cette question des usages du concept de nature. J'ai l'impression, et tu le sais très bien toi-même mieux que moi, que le débat intéressant, le débat réel n'a jamais porté sur la nécessité de se débarrasser ou pas du concept de nature. Je ne crois pas que personne ait défendu la nécessité d'éradiquer du petit Robert le mot nature. Même les formulations les plus militantes à cet égard, il me semble qu'elles ne portent pas sur un acte normatif à l'égard du langage commun. J'ai l'impression que dans les positions philosophiques qui sont celles de Scola, celles de Latour, ou de manière beaucoup plus marginale la mienne, quand on critique l'usage du mot nature, c'est un problème de fin de l'innocence, de mettre fin à l'innocence. Je crois que la thèse, c'est pas est-ce qu'il faut se débarrasser du concept de nature, c'est est-ce qu'on peut encore utiliser le mot nature de manière innocente. Et voilà, la position partagée par les Scola et Latour, c'est non, on ne peut pas l'utiliser de manière innocente.
À partir de là, j'ai l'impression qu'il y a des jeux très complexes entre la dimension de la nature comme terme et la nature comme concept. Comme tu dis toi-même, le terme nature, il a une très très grande histoire dans la tradition occidentale, mais comme concept, il y en a plusieurs. Il y a un terme et il y a plusieurs concepts de nature. Et bien évidemment, ce qui est critique, la nature qui n'est pas innocente, c'est le concept naturaliste de nature au sens des scolaires. C'est le concept de nature inventé par les sciences modernes, Bacon, Galileo, cartésienne, avec un petit peu de Hobbes, un petit peu de Spencer. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que, enfin, ce que je voudrais te demander, c'est finalement, est-ce que vraiment, comment poser le problème de la relation entre la question philosophique du concept de nature et la question des usages dans le langage commun? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de gap entre les deux. Et toi, finalement, tu te dis, tu justifies la permanence du concept par des usages émancipateurs dans le langage commun. Comment on circule du concept philosophique de nature vers les usages dans le langage commun? Est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a un rapport normatif entre les deux? Est-ce que ces deux espaces séparés... c'est quelque chose qui est assez énigmatique pour moi, et dans la mesure où toi tu es plutôt expert de la question, j'aimerais bien avoir ton sens de la question. Alors, bon, déjà sur l'idée d'éradiquer le mot, il n'y a pas l'idée d'éradiquer le mot du Robert, mais il y a quand même l'idée d'éradiquer le mot des luttes écologistes. Et chez la tour, par exemple, chez les scolaires aussi. Oui, mais c'est une politique de la nature quand même. Exactement, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque chose qui n'arrive pas à mener jusqu'au bout dans leur position. C'est pas l'interprétation la plus généreuse. Non. Continue, pardon. Il n'empêche qu'il répète à plusieurs reprises le concept de nature, c'est ce qui empêche les écologistes de pouvoir réagir à la crise. Et donc il faut s'en débarrasser. Ils le disent. Bon, alors on peut leur dire qu'ils le maintiennent par ailleurs, et justement on peut leur reprocher ou dire que du coup leur position n'est pas si radicale que ça. Mais bon. Ma réponse, elle est qu'il n'y a pas un seul concept de nature, mais il y en a plusieurs. Et que notamment, et là d'ailleurs je suis latourien, c'est Latour lui-même qui, reprenant Whitehead, distingue au moins deux concepts de nature, l'idée de nature univers et l'idée de nature processus. Et donc, mon idée, c'est qu'en fait, on peut pluraliser l'essence, non pas simplement de l'usage naïf et de l'idée de nature, mais qu'on peut rapporter ces usages qui semblent désorganisés, anarchiques, etc., en fait, à 4 sens principaux du concept de nature, qui sont donc dérivés des deux sens qu'il y a à l'origine dans le concept de physis chez Aristote, à savoir que c'est à la fois un principe et une fin. Et donc un principe et une substance, un principe et une substance. Et donc, de l'idée que la nature est une substance, on peut tracer une ligne qui va à la métaphysique classique et qui va aboutir à l'idée de la nature comme ensemble des objets connus par les sciences. Et de l'autre côté, de l'idée de la nature comme principe, on peut, à mon sens, tracer une ligne qui va aller jusqu'à l'idée de la nature comme processus, c'est-à-dire en fait comme principe à l'origine de cette organisation géologique et biotique qu'on appelle système Terre, Gaïa, etc. Et donc déjà au sein de la philosophie, il y a des interprétations du concept de nature qui sont distinctes et opposées, et que l'idée par exemple, le concept d'une nature qui serait un fonds de ressources à exploiter, qui est un troisième sens qui me semble dérivé du sens métaphysique, se branche directement sur l'idée d'une réduction de la nature à un monde d'objets de la nature, à partir d'affects de domination, colonialistes, etc. Alors que de l'autre côté, sur la branche qui va du côté du vitalisme, on pourrait dire, ou d'une métaphysique processuelle, eh ben on peut brancher, on peut
peut faire dériver la branche écologiste qui amène à la nature comme milieu de vie, ou interaction comme milieu de vie. Bon, donc ça c'est une tentative, c'est une sorte de belle tentative schématique, mais qui n'est pas encore très aboutie, mais c'est pour l'idée qu'au sein même de la culture occidentale, je pense qu'on peut distinguer plusieurs concepts. Et ensuite, il est possible de ramener ces usages du langage que tu appelles le langage ordinaire de la nature, non pas à des errements du concept ou à des insuffisances du concept, mais en fait à des choix dans la signification au sein de cette pluralité du concept de nature, et leur donner et en fait se rendre compte qu'ils ne sont pas si désordonnés que ça. C'est une sorte de lieu commun de ceux qui réfléchissent sur la nature, de dire bon, en fait on dit tout et son contraire, donc en fait ça veut rien dire, donc il faut mieux s'en passer. Ça existe depuis tout le temps. Cet argument, en fait, si on regarde les différents usages, ils sont assez facilement, on peut assez facilement les placer dans ce type de classification, enfin dans ce type de réorganisation. Alors peut-être qu'on peut l'améliorer, je ne dis pas qu'elle est optimale, mais je pense qu'en fait, du coup, l'idée de nature, dans le langage ordinaire, elle peut aussi être rattachée à des sens conceptuels qui ont été construits par des philosophes, mais dans des options d'emblée pluralistes.